Il est flagrant qu'il faudrait une autre organisation de la santé dans notre pays. Mais est-il normal que dans le Ségur de la santé, par exemple, l'Association des maires de France n'ait jamais été entendue? Alors que nous sommes sur le terrain, que c'est nous qui, au quotidien, souvent, répondons aux exigences sanitaires, alors que ce n'est pas dans nos compétences. Il faut donc une réforme des ARS et bien entendu de la gouvernance des ARS, mais aussi de la gouvernance des centres hospitaliers, où il serait totalement nécessaire que les maires sièges d'un centre hospitalier puissent présider les conseils d'administration de ces établissements. Voilà donc pour la première partie de cette audition. C'est maintenant au tour des maires ruraux d'être auditionnés. Autour de cette table ronde également des élus du littoral, mais aussi de la montagne. C'est l'occasion de brosser un panorama très large des différentes situations des provinces françaises face au Covid. On regarde, on en reparle juste après. Et notamment dans la perspective de l'examen du projet de loi dit 4D, dont nous avons déjà abondamment parlé ce matin. Sous quelle forme ce texte peut-il enraciner dans le paysage institutionnel de nouvelles modalités d'action et les nouvelles solidarités qui ont émergé depuis un an? Autant d'enjeux sur lesquels nous serons évidemment très attentifs à votre regard et à vos propositions. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation. Je vais maintenant vous céder la parole pour un propos liminaire de 5 minutes environ chacun. Puis je donnerai la parole à nos deux rapporteurs, Jean-Michel Arnaud et Roger Carucci, qu'ils puissent vous interroger avant que nos autres collègues qu'ils se souhaiteraient vous posent à leur tour leurs questions. Je vous rappelle que notre table ronde est ouverte à la presse et est transmise sur Public Sénat. Nous allons commencer, si vous le voulez bien, en passant la parole à Madame Nadine Kersaudy, secrétaire générale adjointe de l'Association des maires ruraux de France et elle-même maire de Cléden-Cap-Sizun. Madame Kersaudy, nous vous écoutons. Bonjour, oui, voilà. Donc aujourd'hui, je représente l'Association des maires ruraux de France et donc j'ai pris connaissance du questionnaire que vous nous avez envoyé. S'agissant du premier point, quand on évoque que les élus ruraux ont le sentiment justement d'être les oubliés du gouvernement, on l'a rappelé lors des échanges de la précédente table ronde, on a évoqué la crise des Gilets jaunes, je crois que ça a été le déclic. Et les élus ruraux, même avant cet événement, mentionnaient que nous étions des oubliés. Voilà. Or, on sait bien que la France est une et indivisible, donc tous les territoires devraient être traités de la même façon. Concernant les mesures du confinement ou du déconfinement, si je prends le département dans lequel je suis, le Finistère, qui a été impacté, mais très faiblement, malgré tout, concernant la pandémie Covid, il aurait été en effet judicieux peut-être d'accepter cette différenciation et voir de quelle manière évoluer la circulation du virus finalement, puisque donc, nous avons d'un point régulier avec la préfecture sur la situation sanitaire. Pas plus tard que mardi dernier, on voyait que malgré tout, la situation du Finistère, et je parle de métropole de Brest, augmentait légèrement. Donc, ça aurait été intéressant d'avoir des éléments de réponse. Après, est-ce que l'on doit déconfiner de manière par bloc, je veux dire groupe d'intercommunalité ou intercommunalité? Pour ma part, je pense que c'est plus judicieux de raisonner au niveau d'un département. Et concernant par exemple la règle des 10 km, parce que je suis également commune rurale, mais commune littorale. J'ai 13 km 6 de sentiers côtiers, ce qui peut vous montrer la façade maritime de mon territoire à l'ouest et au nord, j'ai de la mer. Je vais plus facilement dans l'autre presqu'île en bateau sans à la rigueur d'attestation, puisque la règle des 10 km est un petit peu réduite, parce que même pour rejoindre l'autre bout de mon interco, je suis obligée d'avoir une attestation, donc ce qui semble un petit peu compliqué. Et les citoyens, pour rejoindre à la fois des consultations, soit à l'hôpital ou vers des spécialistes, du coup sont obligés de prendre des attestations. Hein, le problème du département du Finistère, comme d'autres départements, est un territoire périphérique, donc d'où l'intérêt d'avoir aussi une vision vraiment bien claire des choses et différenciée.
Alors, s'agissant du binôme préfet et maire, je dirais tout simplement qu'il fonctionne, je veux dire qu'il fonctionne. On l'a vu il y a quelque temps concernant le premier confinement, et dans certains départements ruraux, ça ne fonctionnait pas du tout. Donc, il y avait peut-être autant de départements où ça fonctionnait correctement et dans d'autres, non. Mais alors, bon, faut-il l'institutionnaliser dans le marbre? Je n'en suis pas sûre. On a vu dans un certain nombre de textes, un certain nombre de points mis noir sur blanc et on attend toujours la mise en œuvre concrète. Lorsque les choses se déroulent très bien, on ne devrait pas normalement légiférer ou l'inscrire de façon claire comme cela. Lorsque vous parlez de l'acceptation sociale des mesures restrictives, si elles émanaient des exécutifs locaux, est-ce qu'elles seraient mieux acceptées par les citoyens? Je ne suis pas persuadée. Pour la simple raison que, juste un cas de figure qui n'a rien à voir avec l'histoire du confinement, nous avons un problème au niveau du littoral avec une falaise qui s'est effondrée sur une cale, et la cale, elle a son utilité puisque nous rentrons dans la période de saison pour les plaisanciers, et donc nous avons pris un arrêté pour interdire l'accès à la cale. Les plaisanciers en sont conscients, mais seulement là, donc c'est bien fermé la cale, arrêté municipal, et là on a vu dimanche des jeunes enfants, des pêcheurs à pied et des surfeurs l'utiliser, alors que je vais demander l'intervention du BRGM parce que la falaise est toujours friable et que les blocs de pierre continuent à tomber. Donc je ne sais pas si au niveau communal on devait prendre des mesures, si franchement on en tiendrait compte, je ne suis pas sûre. Mais bon, alors qu'est-ce que nous avions comme point aussi? Vous aviez parlé de des différentes agences régionales de santé et la relation aussi avec les rectorats d'académie. Ce que l'on remarque, c'est que dans certains départements, certains de mes collègues ont des relations particulières avec les recteurs d'académie. En ce qui me concerne, moi, je le vois uniquement une fois par an lorsque nous avons le calendrier des fermetures ou de la suite de tout ce qui commence, une réunion de rentrée, nous allons dire ça comme ça. Mais j'ai par contre des contacts au niveau départemental avec la directrice d'académie. Je trouve que c'est déjà important d'avoir ces relations-là. Concernant les agences régionales de santé, pour ma part, pas de difficulté. Je sais que ce sont des agences peut-être qui se comportent comme des organismes d'État alors que ça n'en est pas. Alors, du coup, moi, je pense en particulier aux nouveaux élus lorsqu'ils arrivent, dont le démarrage a été un petit peu chaotique pour ce mandat, et comment les informer de toutes ces structures qui gravitent autour de nous. C'est pas toujours évident. Je sais que la loi engagement et proximité a identifié un certain nombre de points, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de transparence peut-être à apporter de la part de l'État. Ça mérite d'être mis en avant. Concernant les soutiens de l'État aux territoires ruraux, je vois qu'André Léniel, lors de la dernière table ronde, a parlé de volet financier. Nous avons tous un retour d'élus qui se plaignent d'avoir été obligés de fermer des structures, soit communales ou intercommunales, dans des territoires ruraux, des piscines, des gîtes, des tapes, et justement pas d'aide de la part de l'État. Et pour les communes rurales, c'est quand même compliqué à mettre en place, et dans le budget aussi, ça a un coût. Alors ce que l'on remarque, c'est évidemment un point, nous sommes des territoires prisés. Je veux dire que d'une manière générale, au point de vue national, le Finistère a été bien montré comme étant un département n'ayant pas beaucoup d'impact avec cette pandémie. Donc, le premier confinement, je dois vous dire, a été mal vécu de la part des locaux, de nos habitants. Et là, avec la règle des 10 km, on va dire qu'ils sont respectueux. La population extérieure, mais là de nouveau on voit les camping-cars, les vannes qui reviennent, et donc le tout est de pouvoir concilier justement et de bien préciser, et c'est pas toujours facile que la population comprenne, voilà.
on est préservé. Et je vois un signe qui milite aussi pour la différenciation, c'est que, je vais dire, le Finistère, c'est vrai, on est respectueux. Moi qui ai été amenée, au vu de ma fonction d'élu, de me déplacer dans le Nord Finistère, je vois bien que sur la voie express, la RN 165, il n'y a pas beaucoup de circulation. Les Bretons sont d'une nature à respecter les gestes barrières, même si nous ne sommes pas beaucoup impactés. On a cette culture et cette éducation qui fait qu'on fait attention, donc vigilant. Donc oui à la différenciation, et ça aurait été intéressant qu'elle soit déjà mise en œuvre pour voir de quelle manière, comme je l'ai dit, ça évolue. Donc voilà ce que je voudrais dire brièvement en ayant brossé les différents points de manière rapide. Alors, merci pour votre propos introductif, et de toute façon, nos rapporteurs vous questionneront dans un deuxième temps. Pardon. Je vais donner la parole maintenant à Monsieur Yannick Moreau. Donc, vous êtes président délégué de l'Association nationale des élus du littoral et vous-même êtes maire des Sables-d'Olonne. Nous vous écoutons. Bonjour Monsieur le Président, merci de nous donner la parole aux élus du littoral. Je représente ici votre collègue Jean-François Rapin, qui est notre président national. Nous sommes très heureux de participer à cette audition de votre mission d'information pour vous faire part des préoccupations partagées par l'ensemble des élus du littoral métropolitain ou ultramarin, parce que les problématiques ultramarines sont parfois oubliées par l'État, et notamment sur les questions d'adaptation aux spécificités locales qui ne sont pas, par définition, les mêmes en Outre-mer que sur le littoral métropolitain. C'est d'ailleurs sans doute le cœur du message que les élus du littoral voulaient vous délivrer aujourd'hui. Notre souci, notre demande, notre souhait, c'est de pouvoir voir consacrer le principe d'adaptation des mesures aux réalités locales. C'est pas tant la territorialisation et la demande d'avoir un régime unique sur l'ensemble des communes du littoral français ou sur l'ensemble de telle ou telle catégorie de territoire français, que de pouvoir adapter dans un cadre national défini des mesures déclinées localement. Nous sommes pour la plupart maires de stations balnéaires où l'économie touristique est essentielle, voire première dans beaucoup de nos communes, et les disparités de mise en œuvre des dispositions nationales sont très grandes, et on mesure assez vite qu'une règle générale serait complètement inopérante ou incompréhensible sur l'ensemble des littoraux français ou sur l'ensemble des plages des communes littorales. Évidemment, les communes qui comportent des plages urbaines avec une fréquentation très dense n'ont rien à voir avec les communes qui ont un littoral de plages dunaires ou sauvages sur des dizaines de kilomètres. Par exemple, au Sables-d'Olonne, on a ce deux types de plages. On a une plage urbaine de 4 km qui peut l'été accueillir des dizaines de milliers de personnes. Et à 5 km, nous avons une plage naturelle, un cordon dunaire sauvage de 10 km sur lesquels les questions de densité n'ont rien à voir avec la plage urbaine. Et donc, si on prenait le simple exemple de la question du port du masque obligatoire, qui est une vraie question pour nous les communes littorales à l'approche de la saison estivale, je ne suis pas sûr qu'on ait la même approche sur la plage urbaine centrale des Sables-d'Olonne, sur la plage du Remblai, que sur les plages naturelles sauvages qui offrent des dizaines de kilomètres de linéaire. Vous voyez, et la question du port du masque, je ne veux pas m'y étendre maintenant parce qu'on pourra peut-être y répondre plus tard et la creuser ensemble, mais c'est une question intéressante parce que aujourd'hui, il y a une vraie disparité de décisions sur le littoral français quant au port du masque obligatoire ou pas sur la plage. Et c'est difficile pour nos concitoyens de s'y retrouver. Sans base scientifique précise sur la question de la protection sanitaire en milieu ouvert, sur un espace littoral où on a vu que les contaminations étaient globalement un peu plus faibles que sur le reste du territoire,
on a besoin d'une mesure sanitaire qui soit comprise pour être acceptée et respectée. Et donc, il y a un enjeu là qui va, je pense, grossir dans les semaines qui viennent. Le message que je voulais vous transmettre aussi de la part des élus du littoral, c'est que, comme l'a dit tout à l'heure le représentant de l'Association des maires de France, il y a un vrai problème de prise en compte des conséquences financières, budgétaires pour les communes du littoral de la crise sanitaire. À ce jour, les entreprises ont été bien soutenues. J'espère qu'elles pourront l'être à nouveau en 2021 et vivre une saison satisfaisante pour qu'elles survivent à cette nouvelle vague et à cette nouvelle phase de déconfinement. J'espère qu'on arrivera à serrer les coudes les uns les autres pour sauver le maximum d'entreprises littorales et touristiques. Mais ce qui m'inquiète, parce que pour l'instant on a le sentiment que l'État n'a pas pris la mesure de l'impact budgétaire de la crise sanitaire sur les finances des communes littorales, c'est que les pertes qui sont annoncées par l'ensemble des communes littorales ne sont aujourd'hui pas du tout compensées. Et parce que simplement, il y a un effet cumulatif de la disparition de la dynamique des bases de la taxe d'habitation qui a été supprimée. Il y a une comparaison par les services de l'État entre la situation de 2020 et la situation de 2017 qui fait que dans les communes littorales qui, par définition, ont des dynamiques de base peut-être plus importantes que les communes rurales, quand la dynamique des bases est là, il n'y a pas de compensation. Et donc, le déficit de la crise sanitaire pour la seule ville des Sables-d'Olonne, c'est 3 millions d'euros en 2020. Ça veut dire quoi concrètement? Ça se traduira nécessairement par une baisse des investissements pour les communes qui n'auront pas compensé cette perte financière à l'avenir. Et donc, une baisse d'investissement, ça n'est pas, c'est une façon malheureusement de ne pas accompagner la relance nécessaire de notre économie, et c'est une façon de ne pas être au niveau des attentes sur le développement d'un tourisme durable et des investissements d'avenir sur le littoral français. Et c'est un sujet qui est minoré aujourd'hui dans l'approche par les services de l'État et qui est en réalité assez grave et qui a besoin d'être mieux compris, entendu et pris en compte. Voilà, j'en arrêterai là pour mon propos liminaire. Je me tiens à vos dispositions pour les questions tout à l'heure. Merci beaucoup, ça ne manquera pas, je n'en doute pas. Et nous allons terminer ce premier tour de table introductif avec l'Association nationale des élus de la montagne. Donc, nous avons Monsieur Pierre Bretel, son délégué général, et Madame Annick Fournier, la déléguée générale adjointe. Qui fait cet exposé introductif? Monsieur Bretel, c'est ça. Alors, il faut mettre votre micro. Oui, tout d'abord, merci de votre invitation. Et je dois excuser la présidente Janine Dubier, député des Hautes-Pyrénées, Pascal Boyer, député des Hautes-Alpes, qui est secrétaire général, et Jean-Carl Vigier, qui est vice-président, tous les trois étant impérativement soumis à leurs contraintes de députés. Et donc, ils m'ont chargé de venir avec Marie-Annick témoigner au nom des élus de la montagne. Alors, je ne vais pas répéter ce que je viens d'entendre, je pense qu'on se retrouve sur pas mal de choses. Et donc même, j'ai entendu partiellement des choses évoquées lors de la table précédente. Je pense que les élus en font à peu près le même constat. En ce qui concerne la montagne, j'aimerais simplement donner à voir un certain nombre de choses très spécifiques qui se sont passées pour la montagne. Comme vous le savez, la montagne est marquée par la saisonnalité, c'est-à-dire qu'on a des saisons extrêmement tranchées entre l'hiver et l'été. Et l'activité n'est pas la même en hiver qu'en été, de façon extrêmement différenciée. Et tout l'écosystème de la montagne, qui a priori, pour qui ne connaît pas très bien nos réalités, pourrait penser que ce sont principalement les stations de montagne qui ont été affectées par la décision administrative de fermer les remontées mécaniques. En fait, il y a toute une répercussion sur tout le tissu économique de la montagne, bien au-delà des stations. Parce que c'est ça la spécificité, notamment au niveau économique, c'est que
on a en gros un ou deux socles dans notre activité économique, le tourisme, bien entendu, mais aussi l'agriculture. Donc, concentrons-nous sur le tourisme. Ce tourisme-là, qui représente un peu plus de 11 milliards de chiffre d'affaires, est concentré sur environ 4 mois de l'année. Et donc, en 2020, on a eu un premier coup de semonce avec la fermeture des remontées mécaniques le 15 mars. On pourrait imaginer que c'est un impact un peu marginal. En réalité, c'est à peu près 15 à 20% du chiffre d'affaires des stations et de l'écosystème qui, déjà, a pris un rude coup. Ensuite, on a une saison entière qui a été ce qu'on appelle une saison blanche, c'est-à-dire sans recette. Et ce qui a été, et là j'en viens à la problématique de la différenciation, ce qui nous a beaucoup choqué sur la façon et dans le fond, c'est finalement cette sorte de tête à queue qu'on a vécue. C'est-à-dire que en septembre-octobre, tous les acteurs de la montagne, élus en tête, mais aussi les différents acteurs économiques, avaient établi une concertation très en amont avec les pouvoirs publics. Et là, nous tenons à rendre hommage notamment à Jean-Baptiste Lemoyne, qui était extrêmement actif, proactif, très compréhensif, qui a vraiment accompagné la montagne. Donc, on a beaucoup travaillé sur les protocoles à mettre en place en vue de l'ouverture des remontées mécaniques. Et je pense qu'on a eu les 18 versions du protocole. Et je sais qu'à un moment, on a eu une réunion de travail avec le Premier ministre qui a salué ce travail-là en disant que c'était un des protocoles, si ce n'est le plus exigeant, le plus professionnel, le plus détaillé. Et ça, c'était 3 ou 4 jours avant l'intervention du président de la République qui a dit on ferme jusqu'au mois de janvier. Et là, on a vécu ensuite un véritable supplice chinois, comme on dit, c'est-à-dire qu'on ne nous disait pas les remontées mécaniques ne seront pas réouvertes, mais de fait, on a vu ce qu'on a vu, c'est-à-dire qu'elles ne se sont pas réouvertes. Et donc, ça a été extrêmement décevant, ce travail de fond. On ne prétendait pas ouvrir envers et contre tout, évidemment, les remontées mécaniques, mais à situation inchangée, on estimait qu'on était en mesure de le faire, d'autant plus que, je vous dis, et notamment les préfets localement, etc., je pense aux Alpes, je pense aux Pyrénées, etc., ont accompagné ce mouvement de recherche des conditions optimales. Surtout qu'en montagne, la culture du risque, on connaît, on sait ce que c'est, on n'est pas des fous furieux. Et donc, là, ce sont des gens sérieux qui se penchaient sur la façon de trouver la meilleure solution pour accueillir les vacanciers. Et donc, ça n'a servi à rien. Et ce qu'on a eu du mal à comprendre, c'est qu'on puisse, au prétexte de la crainte de la diffusion, qui est parfaitement légitime, qui est première, qui est prérequis, bien entendu, c'est qu'on a la différencié les territoires, mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'autant on concevait bien de maintenir les transports publics, par exemple en milieu urbain, en région parisienne notamment, autant en plein air, alors que il me semble jusqu'à preuve du contraire que les transports publics sont plutôt en vase clos, en région parisienne comme ailleurs, en montagne, dans les activités de plein air, on a fermé les remontées mécaniques au prétexte qu'il y avait un danger de diffusion du virus. Donc ça, à un moment, on s'est vraiment posé des questions. D'autant plus, si on regarde ce qui se passe chez les voisins, en Suisse notamment, où les remontées mécaniques n'ont pas été fermées, on n'a aucune trace de cluster. Donc là, la différenciation territoriale est intéressante à faire. Donc là, on n'a pas compris. Et donc, on a tout un territoire qui est complètement affecté. C'est-à-dire que pas seulement c'est ce que je tiens à dire, c'est pas seulement les communes sièges support de station, c'est tout ce qu'il y a autour. Toutes les vallées, par exemple, qui sont totalement dépendantes de l'activité en station, et même des champs économiques parallèles, tels que l'agriculture, par exemple, qui souvent est associée au tourisme. Et donc, on a très mal vécu tout ça. En même temps, ce que l'on reconnaît, c'est que il y a eu une vraie mobilisation des pouvoirs publics, je l'ai dit, en évoquant en particulier Jean-Baptiste Lemoyne, mais pas seulement. Il est bien évident que les aides apportées ont permis de, on va dire, survivre, mais ne compensent évidemment pas. Et je pense que ce n'est pas qu'en montagne que c'est ainsi. Mais on a salué l'effort. Il n'en demeure pas moins
qu'il reste, comme pour reprendre le mot à la mode, qu'il y a des trous dans la raquette. C'est-à-dire qu'il y a des activités qui n'ont pas été prises en considération. Je pense en particulier à l'hébergement, aux résidences de tourisme. Et donc, bon, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais le système de prise en considération ne prend pas en considération justement la saisonnalité. On prend en référence l'activité de l'année, par exemple. Et ça, quand on sait que c'est concentré sur 4 mois, c'est extrêmement gênant. Et le danger est d'autant plus vital qu'on risque d'avoir une perte de cette capacité d'hébergement de façon définitive avec la fermeture de certaines résidences et la vente à la découpe. Et là, pour reconstituer une capacité d'hébergement, il faut des années, si ce n'est des dizaines d'années. Donc là, il y a un grand danger. Donc voilà les choses qu'en introduction, j'aimerais dire. Donc, sur la différenciation, bon, sans entrer dans le sujet immédiatement, enfin, sauf si vous m'y autorisez, mais je crois que l'intervention liminaire doit être relativement courte. En montagne, comme dans le cas du littoral, la différenciation on connaît, puisqu'on a une loi, nous, du 9 janvier 1985, qui reconnaît le droit à la différence en montagne. Et dans la République unie et indivisible, qui a été évoquée, je crois, par Mme Kersaudy tout à l'heure, dès 1985, on avait un arsenal juridique législatif et réglementaire qui fait que les mesures propres à ce territoire s'appliquent dans ce territoire. Très souvent, d'ailleurs, étendues au reste du territoire, mais l'urgence était d'abord la montagne, notamment, je pense, au statut des saisonniers. Et donc là, effectivement, il y a un gros travail à faire. Il faut que on sorte de l'incantatoire des pouvoirs publics en matière de différenciation. Alors, pas plus de différence, mais de différenciation, ok. Mais encore faut-il que, outre la volonté du législateur, que l'on peut constater quand il y a un vote à l'unanimité tel que la loi montagne, il faut aussi que les pouvoirs publics et que les administrations, je dis bien, dans leur quotidien, intègrent ce droit à différence et cette approche transversale des politiques publiques. Et là, j'en resterai là pour le moment. Merci beaucoup à toutes et à tous pour vos exposés introductifs et je passe tout de suite la parole à nos deux rapporteurs en commençant par Jean-Michel Arnaud. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations thématiques, je vous remercie d'abord de ces témoignages qui font écho à d'autres témoignages des associations généralistes et sur le fait que s'il devait y avoir une caractéristique de cette épidémie, c'est finalement l'universalité des impacts sur l'ensemble du territoire, sur les filières, sur les différents types de territoires français. Et j'ai bien entendu les observations faites sur les territoires ultramarins qui, en soi, ont également des spécificités qui font que la situation de Mayotte n'a pas été tout à fait la même que la situation en Nouvelle-Calédonie ou en Guyane. Et je crois qu'il faudra également regarder au travers de ces spécificités ultramarines les raisons pour lesquelles ça a fonctionné dans certains endroits et beaucoup moins dans d'autres, mais c'est un sujet en soi sur lequel je ne souhaite pas m'étaler davantage. Je me permettrai en tant qu'élu de la montagne plus particulièrement de réagir aux propos que je viens d'entendre de l'ANEM, qui sont évidemment des retours de terrain que je vis comme vous dans mon département et dans les Alpes du Sud en particulier. Le principal malaise est finalement l'incompréhension générée par un processus d'engagement très fort sur des protocoles qui avaient été validés quasiment au presque plus haut niveau pour être déjugés en dernière minute par le plus haut niveau, avec évidemment une incompréhension en cascade et des difficultés sur lesquelles vous êtes longuement revenu et sur lesquelles je n'en reviendrai pas à titre personnel. Donc la question que je me pose et que donc je vous pose est de savoir si, sur la base des mêmes tenants, s'il devait y avoir un rebond ou une nouvelle épidémie, quels sont, selon vous, les éléments sur lesquels nous pouvons jouer à vos côtés pour faire en sorte que la même situation ne se reproduise pas? Où est-ce que nous avons péché en matière de lobbying, en matière de discussion au plus haut niveau? Est-ce que finalement la décision, d'ailleurs y compris en Conseil d'État, confirmant l'opportunité et la légalité de la décision du gouvernement en la matière, laisse songeur. On
on a été effectivement défait dans le Conseil d'État, comme d'autres d'ailleurs filières professionnelles ou filières territoriales. Quels sont selon vous les points sur lesquels notre dossier, votre dossier, n'a pas été suffisamment costaud pour convaincre que nous avions possibilité de maintenir une activité en montagne? Et j'en veux pour preuve une commande qui a été faite par le président et les rapporteurs au sein de cette mission, qui était une étude sur l'impact de la crise du coronavirus sur l'activité des sports d'hiver en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Suisse et en Espagne, et donc de facto en France. On s'est rendu compte qu'en Allemagne, il y a eu, et surtout en Suisse, une partie des domaines skiables qui ont été ouverts. Et vous l'avez vous-même indiqué, et je me permets de réinsister là-dessus, on a constaté qu'il n'y avait pas plus de clusters et que finalement, on observe que là où il y a le moins de baisse de fréquentation touristique sont les endroits où effectivement nous avons eu une prévention en matière sanitaire qui a été forte, une décision territorialisée et une ouverture des remontées mécaniques. C'est le cas de la Suisse. Même si effectivement l'écosystème auquel vous faisiez allusion, je pense en particulier aux conditions d'accueil, de restauration, d'hébergement et de restauration, n'ont pas été présentes, y compris dans les endroits où les remontées mécaniques ont ouvert. Donc je pense qu'il faut absolument que nous puissions, puisque c'est le travail de la mission, pouvoir, en vous écoutant et en écoutant d'autres acteurs de la montagne, pouvoir faire une recommandation qui permette de faire sauter le dernier verrou qui nous a manqué, et donc de convaincre le président de la République qu'on peut faire confiance au territoire dès lors que les protocoles sont bien réfléchis. Peut-être est-ce une question incidente, et j'en terminerai par là. Comment faire en sorte que dans ce pays, finalement, au bout du compte, ce ne soit pas uniquement la tête de pont qui décide, alors que, de manière générale, l'ensemble des acteurs de la filière avaient pris les précautions nécessaires en s'appuyant sur les expertises nécessaires. Alors, je sais que cette question est une question très vaste, mais j'aimerais quand même vous faire réagir à ce questionnement personnel et institutionnel. Merci, Roger Carucci. Contrairement à mon collègue, je ne vais pas m'aventurer sur le problème de savoir si c'est au président de la République de prendre certaines décisions. Je pense que non, mais bon, malheureusement, notre système politique a évolué de manière un peu particulière ces dernières années. Moi, ce que j'entends, en fait, dans ce que vous dites, ça correspond en réalité à l'ensemble des associations. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est évident, la montagne, le littoral, les zones rurales, ce n'est pas la même vie que les métropoles. Ça, jusque-là, nous sommes tous d'accord. Sauf que, en vrai, et j'entendais aussi bien la représentante de l'association des maires ruraux qui dit oui, mais dans le Finistère, on ne réagit pas de la même manière finalement qu'en Île-de-France ou en Moselle ou dans le sud de la France. Et probablement que sur les littoraux, monsieur le maire, non seulement vous avez les plages urbaines et les plages naturelles, mais je ne suis pas sûr que sur le littoral, on réagisse de la même manière sur la Méditerranée, l'Atlantique ou la Manche. Et peut-être qu'en montagne, je n'en sais rien, mais est-ce que dans les Alpes, on réagit de la même manière que dans le Massif central ou les Pyrénées? Est-ce que les conditions sont les mêmes? Est-ce que les conditions à la fois de densité du tourisme éventuel sont les mêmes? Est-ce que les équipements sont les mêmes? La vérité, c'est que depuis le début de cette mission, on se rend bien compte que les différenciations territoriales, elles sont à tous les niveaux et que les décisions prises de manière uniforme au niveau national ne correspondent pas à la vie des régions, à la vie des départements, mais à la vie de la montagne, à la vie du littoral. C'est évident que vous avez, par définition, moindre densité, plus de capacité à avoir des activités de plein air qu'on ne peut l'avoir en zone urbaine, et que par conséquent, c'est absurde de mettre tout le monde au même régime et que ça n'a pas de sens. Alors, moi, je pense qu'en réalité, on va peut-être devoir profiter du fait que tous les pays d'Europe et dans le monde d'ailleurs n'ont pas pratiqué de la même manière. Et que certains, on l'a dit tout à l'heure, pour la montagne, en Suisse, en Autriche, en Allemagne parfois, on n'a pas eu les mêmes comportements sur les remontées mécaniques, sur les ouvertures de stations qu'en France. Ce qu'il va peut-être falloir faire, c'est comparer par exemple en zone littorale les pays qui ont laissé les zones littorales disponibles, ouvertes. Est-ce qu'il y a eu des clusters? Est-ce qu'il y a eu des conséquences lourdes sur l'épidémie?
Pareil pour les zones de montagne. Évidemment, en zone rurale, franchement, personne n'imagine qu'en pleine zone de campagne, vous puissiez attraper le virus comme ça en vous promenant dans la campagne. Ou alors, c'est que ce virus est encore plus fort qu'on ne le croyait. Mais mon sentiment profond, c'est que je ne suis pas convaincu qu'on puisse dire on va légiférer de manière différente pour les zones rurales, pour les zones littorales, pour les zones de montagne, pour les zones très denses, moyennement denses. Je pense qu'en réalité, il faut que les pouvoirs publics aient un comportement plus rationnel en prenant les faits scientifiques, géographiques, humains, urbains, pour dire c'est évident que dans telle ou telle zone, eh bien, on n'applique pas les règles de la même manière parce que les conditions naturelles ne sont pas les mêmes, parce que les conditions de densité ne sont pas les mêmes. Moi, je suis un élu d'Île-de-France, je suis le premier à admettre qu'avec 12 millions d'habitants sur un territoire qui fait 2% du territoire national, on a une capacité de propagation du virus énorme. Alors, est-ce que votre sentiment, finalement, au-delà de la diversité de vos territoires, est-ce que ça n'est pas de dire, oui, il faut une application totalement différenciée, territorialisée des mesures à prendre, sur la base de critères scientifiques qu'on peut étudier à l'étranger, en zone de montagne, en zone littorale, lorsqu'elles sont restées ouvertes, sur la base de la densité par rapport aux zones rurales, et se dire qu'en fait, on a besoin, non pas que le président de la République ou le gouvernement, mais que réellement, on crée des réglementations différenciées par zone de risque, zone de proximité et zone de densité, parce que c'est ça la vérité du problème. Et on verra bien cet été, je ne sais pas où on en sera de la pandémie, mais si en zone littorale ou en zone de montagne, on va réouvrir les plages. Et sincèrement, je ne vois pas comment on va imposer le port du masque sur les plages. Ça veut dire qu'on ne l'imposera pas. S'il n'y a pas de cluster, ça voudra dire que, ou s'il n'y a pas de cluster en montagne et il n'y aura pas plus de masques en montagne pendant l'été, ça voudra dire que, en réalité, on a uniformisé la réglementation et qu'on a eu tort. Alors, est-ce que le vrai sujet, c'est pas enfin se mettre en place une territorialisation, une différenciation en fonction de critères objectifs que je viens d'indiquer? Voilà des questions lourdes auxquelles répondre. Comment gérer l'unicité dans la différenciation dans l'unicité. Et bien, je vais vous repasser la parole aux uns et aux autres pour répondre. On va faire un ordre. On va repartir en ordre inversé. On va partir de la montagne. Bien, merci. Vaste programme. Je pense que la réponse est dans la question. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'effectivement, il faut territorialiser la décision. C'est ça qui nous a vraiment surpris. Je vous dis, il y a eu une concertation très étroite, très en amont, très proactive pendant un certain temps. Là, on avait vraiment le sentiment qu'on allait vers la territorialisation. Et en fait, il y a eu une sorte de phénomène que l'on connaît bien au-delà du traitement de la pandémie. C'est ce regard dominant et un peu urbain sur nos territoires. Soyons clairs. Il y a une sorte de pensée extrêmement convenue qui correspond à une pensée donc dominante en termes mathématiques. Je vais vous donner un exemple. Quand encore fin novembre, début décembre, on s'interrogeait sur les remontées mécaniques avec des protocoles donc assez au point et complètement cautionnés par les préfets et les membres du gouvernement concernés qui validaient tout ça à chaque étape. On a eu un argument qui indique bien la méconnaissance réelle de la vie des territoires. On nous a dit, oui, OK, votre protocole, mais en fait, si on ouvre l'hôpital, on l'appelait précisément l'hôpital de Chambéry, il y avait effectivement une petite inquiétude sur la propagation de l'épidémie. On dit, voilà, mais avec toutes les jambes cassées qui vont arriver, je caricature un peu, mais on sait qu'il y a beaucoup de traumatologie, etc. Là, Chambéry, j'ai plus le chiffre exactement, mais enfin, en gros, il y avait, on s'approchait d'une limite, etc. On dit, avec tous les gens qui vont arriver avec les jambes cassées, ça y va, une explosion au niveau des urgences. Sauf que, en réalité, en montagne, 95% de la traumatologie, concernant justement les jambes cassées, ça se passe en ville. Ce sont les médecins de ville. Ce n'est pas les hôpitaux qui les accueillent. Donc, on a créé un faux prétexte, de bonne ou de mauvaise foi, j'en sais rien, pour justifier, soi-disant rationnellement,
la fermeture des remontées mécaniques. Voilà un exemple où les locaux, ils savent très bien quoi s'en tenir, mais ils étaient inaudibles quand on expliquait ça, parce que ça ne correspondait pas à la représentation qu'avaient les gens des ARS et surtout des ministères centraux à Paris. Voilà. Donc, mais ça, ce regard-là, vu de loin concernant la gestion des territoires de montagne, on connaît. On ne connaît que trop. Donc, évidemment, il faut qu'enfin, parce qu'il est politiquement correct de dire actuellement il faut une concertation locale, etc., il faut que ça passe dans les faits, que l'on fasse confiance à l'intelligence et à la responsabilité territoriale. Et la différenciation territoriale, c'est ce que l'on souhaite. Il ne faut pas que ce soit la discrimination territoriale, comme on l'a un peu vécu à travers le coup de la fermeture des remontées mécaniques. Il faut bien nous entendre. Nous sommes des gens responsables, en montagne comme ailleurs, je pense. Voilà un premier élément de réponse. Monsieur Moreau ? Oui, évidemment, oui, 1000 fois oui. Adaptons les mesures aux réalités locales. C'est un souhait que nous pouvons tous partager. Je crois qu'il y a un moyen de le faire qui n'est pas très compliqué. On peut très bien avoir un cadre national dans lequel on exprime que, en fonction des réalités sanitaires des départements, qui pourrait se baser sur les taux d'incidence, sur la capacité d'accueil des lits de réanimation, etc. On classe les territoires dans différentes catégories et dans ces différentes catégories, avoir une souplesse et une adaptation beaucoup plus grande donnée aux maires. Parce qu'en fait, le problème de fond que met en exergue cette crise sanitaire, c'est l'absence de confiance de l'État aux maires. Les pouvoirs publics nationaux, centraux, départementaux parfois, ont du mal à faire confiance aux maires qui sont des élus responsables et qui souhaitent tout à la fois préserver leur population d'une accélération de la contamination du coronavirus et en même temps, évidemment, faire vivre leur territoire de manière raisonnable et responsable. Et donc, je pense qu'il faut faire confiance aux maires dans un cadre national défini pour adapter les choses aux réalités locales, parce qu'aux réalités topographiques, aux réalités sociologiques, aux réalités économiques, bref, effectivement, on n'a pas les mêmes façons de vivre en Méditerranée que sur l'Atlantique ou sur la Manche ou en montagne. Et nous sommes, nous, les élus de terrain, sans doute les mieux placés pour adapter les règles aux circonstances particulières de nos communes dans un cadre qui peut être national. Le sujet central, c'est la confiance accordée aux maires. Alors, on parle souvent du couple préfet-maire. Et l'une de vos questions dans le questionnaire type que vous nous aviez adressé, vous nous disiez, est-ce qu'il faut institutionnaliser ce binôme, ce tandem ? En fait, la question est moins dans l'institutionnalisation que dans la vie de ce couple à travers la confiance qui pourrait être faite. Or, on a le sentiment partagé sur l'ensemble des littoraux français, métropolitains, ultramarins, qu'on n'arrive pas à faire confiance aux maires et qu'il faut les maires sont suspects de défendre des intérêts locaux, alors que je pense qu'ils sont les élus les plus responsables et raisonnables, tant sur le plan sanitaire que sur le plan économique. Merci, Madame Kersaudy. Oui, je rejoins entièrement les collègues pour les différents propos qui ont été mis en avant là maintenant. Je voudrais revenir sur justement à l'année 2019 où on parlait des prémices de la loi 4D, puisque j'ai participé à un colloque à l'hôtel de la Cé sur la différenciation territoriale dans la révision de la Constitution. Donc nous étions dans une période dite normale puisque nous n'évoquions pas la pandémie de Covid-19. Cette pandémie met bien en avant le fait que la différenciation est importante et il faut l'appliquer. Et
Et justement, en temps normal, quand on voyait lorsque les différentes collectivités avaient été consultées sur les différentes pistes de différenciation, on a bien vu que il faut évidemment faire confiance aux élus de terrain, ça a été rappelé, et c'est important. Donc, cette pandémie laisse apparaître que nous avons besoin de différenciation, mais bon, évidemment, on entend bien que les critères doivent être bien mis en avant. Moi, je rejoins un petit peu mon collègue des Sables d'Olonne, puisque je ne sais plus quelle était la collectivité qui avait préconisé d'avoir une différenciation de la loi littorale. La loi montagne avait été évoquée lors de cette table ronde, mais entre l'application de la loi littorale dans le Midi et dans la région Bretagne, c'est pas du tout la même chose. Et je ne sais pas ce qu'on va pouvoir proposer comme terrain constructible dans les communes rurales, puisque toutes les maisons sont achetées avec le flux de la population citadine qui vient chez nous. Je ne sais pas s'ils resteront passer un hiver parce que c'est assez rude chez nous. Comme en montagne aussi, il faut savoir tempérer, mais les territoires ruraux sont ce qu'ils sont. Mais voilà, n'oublions pas aussi qu'il y aura un retour à la normale et la différenciation devra également s'appliquer. Voilà ce que je voudrais dire. Bien, merci. Ces réponses satisfont nos rapporteurs. Ils vont peut-être reprendre la parole après. Moi, je voudrais vous réinterroger sur 2 points. Vous avez parlé, Monsieur Bretel, je crois, du port du masque sur le littoral. Et c'est une question qui est très intéressante parce que elle fait écho à l'évolution qu'on a eue de la connaissance de la pandémie. Vous vous rappelez qu'il y a 1 an, on ne savait pas, les modes de transmission étaient assez peu connus, ils se sont affinés, la connaissance a progressé et nous impose justement une forme d'adaptation qui est de revoir nos règles à raison de la progression de la connaissance. Et maintenant, elle est quand même très fine, cette connaissance. Vous le savez, les transmissions en extérieur, c'est une part extrêmement faible des transmissions. En gros, quand on est à l'air libre, la transmission du Covid est compliquée. Il faut être proche, il faut avoir soit un jet direct, j'allais dire, pardonnez-moi cette vilaine expression, mais il faut envoyer des postillons sur quelqu'un qui est juste en face de soi pour lui transmettre. Le phénomène d'aérosolisation en extérieur étant très réduit. Et il ne faut pas rester sur les représentations qu'on a du printemps dernier où on pensait, à un moment, on pensait qu'un jogger, par exemple, produisait un nuage autour de lui sur des mètres et des mètres qui fait que, rappelez-vous, avait même été proposé de se tenir à 10 mètres de distance de quelqu'un qui fait un jogging. La connaissance a progressé et maintenant on sait que ces données sont pas justes et que l'aérosolisation est un phénomène majeur de transmission, mais en milieu clos, en milieu intérieur. Et donc en bord de mer, effectivement, quand vous vous promenez sur la plage, la probabilité de transmettre le virus à quelqu'un, alors sauf si on cherche le risque zéro, mais j'ai cru comprendre que c'était pas la politique de l'État en la matière, on est proche d'un risque qui est zéro, en tout cas qui est extrêmement faible. Or, circonstance exceptionnelle qui serait qu'effectivement, il y ait 2000 personnes, enfin en gros un grand rassemblement de festival sur une plage, où là, effectivement, on aurait des circonstances extraordinaires. Là, je veux en venir, c'est comment vous voyez la suite, c'est-à-dire, est-ce que votre demande, c'est de dire au gouvernement, au ministère, bon, bah écoutez, le port du masque sur la plage en air extérieur, parce que pareil, il n'y a pas que la plage, souscrit à ce qu'a dit Roger Carucci sur les différentes différenciations. Après tout, il faut cesser cette règle. Est-ce que ce serait de confier au maire de chaque commune, ceci dit, la capacité de l'imposer pour le coup, quand il y a des circonstances exceptionnelles? Et on se rappelle qu'un maire qui, en début d'épidémie, avait voulu l'imposer, s'est fait retoquer sa décision par le Conseil d'État. C'était le maire de Sceaux, tout à fait. Voilà. Alors, quelles sont vos propositions en la matière? Et puis, deuxième question, sur la question financière, vous avez abordé. Donc, les différents acteurs économiques subissent des pertes lourdes. Des dispositifs ont été mis en place par le gouvernement. Mais concernant vos communes, est-ce qu'elles sont particulièrement impactées? Je pense aux communes à fort niveau touristique. Et comment imaginez-vous le dialogue ou les demandes pour soutenir les finances de vos communes spécifiquement sur cette question? Répond qui veut.
Monsieur Moreau, alors. Monsieur Moreau. Pour commencer, mais je n'épuiserai pas le sujet, évidemment. Sur la question du port du masque sur la plage, je crois qu'il ne peut pas y avoir une règle générale et absolue et que l'État est condamné à faire confiance aux maires. Je m'explique. Les plages, ce n'est pas une entité unique sur le territoire métropolitain ultramarin. C'est des diversités de plages avec des diversités de fréquentation, des caractéristiques topographiques différentes qui font que un 14 juillet après-midi, si la marée est haute avec un coefficient de marée important sur le littoral atlantique, vous pouvez avoir 5 mètres de plage et 20 000 personnes qui souhaitent venir s'installer sur ces 5 mètres de plage. Et là, je pense qu'il ne serait pas raisonnable de laisser 20 000 personnes s'installer sur 5 mètres de plage, ce qui n'est pas évidemment le même cas qu'une grande plage littorale dunaire sauvage sur des kilomètres et des kilomètres qui est beaucoup moins fréquentée. Donc, les maires sont vraiment les mieux placés pour mesurer les risques et prévenir ce type de risque. Et je ne pense pas qu'une règle générale soit pertinente. Il faut qu'on ait une capacité d'adaptation. Et je fais partie des maires qui, l'année dernière, sur les grandes marées qui avaient lieu les week-ends, l'après-midi, ont été contraints de fermer la plage. Le maire d'une station balnéaire qui ferme une plage, je peux vous dire que c'était pas par gaieté de cœur et c'était pas un plaisir à organiser, mais ça me paraissait dans l'état actuel de l'époque scientifique des données une précaution nécessaire. Et donc ça s'est d'ailleurs plutôt bien passé. Et on a constaté dans l'état de l'épidémie 2020 une absence totale de clusters et de contamination sur la station balnéaire en général et sur les plages en particulier. Avec les variants exotiques qui nous arrivent d'un peu partout, je ne sais pas si les règles de circulation et les risques de circulation du virus sur les plages sont plus importantes que par le passé. Et donc, je confesse mon ignorance sur le sujet, mais je revendique le droit pour les maires des stations littorales de pouvoir adapter une règle nationale aux circonstances particulières, topographiques, sociologiques des plages qu'ils connaissent sur leur propre commune. Sur la question budgétaire, vraiment, il y a une absence totale de prise en compte des déficits budgétaires liés à la crise sanitaire l'année dernière dans les stations littorales, et notamment dans les stations littorales qui avaient des bases dynamiques entre 2017 et 2020. Et donc, l'enjeu, c'est évidemment une compensation financière de l'État. La ville que j'ai l'honneur de diriger ne bénéficie d'aucune aide, d'aucune compensation sur les 3 millions d'euros de pertes liées à la crise sanitaire 2020. En termes de baisse de recettes, en termes de en termes de surcoût, en termes de, par exemple, la fermeture on a 2 casinos au Sable d'Olonne, une journée de fermeture de nos casinos coûte 10 000 euros aux finances de la ville. Donc, vous imaginez sur la durée des confinements et des fermetures de casinos, l'impact sur les finances de la ville des Sables d'Olonne. Ça n'est qu'un exemple parmi d'autres. Voilà ce que je voulais dire rapidement. Je ne veux pas monopoliser la parole. Merci de m'avoir écouté. Est-ce que d'autres personnes souhaitent Oui, concernant donc les différents équipements communaux dans les communes rurales, on a énormément de communes, petites communes, c'est pas péjoratif ce que je dis, qui disposent en effet d'équipements à la fois des hébergements de groupe, des campings, des piscines ou même des cures. Et du coup, ça a été un retour quand même de leur part. Et aucune réponse, on va dire, lorsque nous interrogeons les membres du gouvernement, aucune réponse est apportée justement à ces maires qui ont des difficultés et souvent des budgets très contraints. Donc ça c'est répétitif. Hein. On entend constamment ce point. Les masques, les communes rurales, si on prend l'ancienne définition, les communes de moins de 3500, on ne va pas reprendre la nouvelle définition de l'INSEE, mais bon, ça reste des territoires peu denses. Donc là aussi, moi, je partage l'avis de Yannick Moreau, qui est de dire que c'est au maire de dire tout simplement si c'est nécessaire ou pas. Voilà ce que je voudrais dire.
En ce qui concerne la montagne sur le port du masque, je crois effectivement que c'est au maire de décider, c'est lui qui est le plus clairvoyant, qui connaît mieux les habitants de sa commune et ceux qui la fréquentent. Je pense que c'est tellement évident, c'est tellement évident. Et en plus, il y a une chose qu'il faut bien mettre en perspective. Si de façon durable, le risque sanitaire devait s'installer, on ne va pas s'arrêter de vivre et arrêter nos activités. Donc, là, j'en reviens au protocole. Et là encore, il faut s'en remettre à l'intelligence territoriale. Et nous, on est bien déterminés à s'adapter de la meilleure façon pour continuer. Donc ça, c'est évident. Concernant l'impact sur les finances publiques, alors, nous, au niveau de l'association des îles de la montagne, quelque part, on est porteur de tout un territoire et de toutes ces activités. C'est-à-dire qu'évidemment, on est là pour parler au nom et pour les collectivités, mais on intègre aussi tous les intérêts et on fait tout ce que l'on peut pour les autres activités telles que le tourisme, on l'a dit, l'agriculture, l'artisanat, etc. Et donc, on a toujours une approche extrêmement globale du territoire. Hein. Mais concentrons-nous donc sur les finances locales. À ce jour, on ne sait pas évaluer précisément l'impact financier, très clairement. Donc, je vous renvoie aux considérations générales qui ont été faites sur les collectivités en général. Une commune de montagne, pour être une commune de montagne, n'en est pas moins une commune. Donc, elle connaît évidemment aussi le droit commun de ce que subissent les communes. Ce que je peux dire, c'est que si on se concentre sur l'activité touristique, l'impact, c'est un raz-de-marée, c'est une catastrophe. Hein, je vous l'ai dit, c'est une catastrophe. Alors, je sais qu'il y a un filet de sécurité qui existe, hein, et environ, je crois que 43% des bénéficiaires sont des stations de tourisme, pas forcément de montagne, bien entendu. Donc, on ne sait pas faire le distinguo là-dedans. Donc, on attend des chiffres de la DGCL là-dessus pour voir à peu près où on en est. Ce que l'on sait, c'est que on a un conseil interministériel du tourisme qui doit se réunir, on ne sait pas encore la date, mais peut-être fin mai, début juin. Nous, à l'ANEM, on a un groupe de travail consacré au tourisme de façon générale qui réfléchit sur les mutations en cours, aussi bien celles liées au changement climatique, hein, parce qu'en montagne, comme sur le littoral et comme partout, mais particulièrement, je pense que le littoral et la montagne sont en tête de pont, hein, par rapport aux effets ressentis et constatés. Nous, on demande des mesures d'urgence dès ce conseil interministériel. C'est-à-dire que ce qui est clair, c'est qu'on est à la fois sur le court terme, il y a des mesures urgentes pour sauver le soldat station, hein, parce que ça fait 2 saisons qui sont affectées, donc, et cette dernière saison, elle a été complètement blanche, hein, pour ne pas dire noire d'ailleurs, mais si on ne prend pas des mesures qui permettent d'amorcer la saison d'été et la saison d'hiver prochaine, puisque les investissements ont été différés, on va vers la catastrophe. C'est-à-dire que, pandémie ou pas, on a la fermeture d'une bonne partie des stations. Donc, il faut des mesures immédiates pour maintenir opérationnelles les stations. Ça, c'est le premier point. Au-delà de ça, de façon plus générale, il y a la préparation des mutations en cours. Non pas que le changement climatique ferait que, par exemple, et contrairement à un préjugé assez courant dans certains endroits, évidemment, le ski a encore de belles années devant lui. Mais on sait que dans certains endroits, moyen et parfois court terme, il serait peut-être temps d'envisager une mutation des activités. Et donc, d'où l'idée de la diversification ou de la transition. Et là aussi, ça ne s'improvise pas. Il faut effectivement qu'il y ait un minimum de solidarité venue de l'État. Et donc, c'est maintenant que ça se détermine. Sinon, ça va être un effet domino. C'est-à-dire qu'on va avoir des dizaines de stations qui vont fermer pour l'immédiat, et donc répercussions sur tout le territoire. Et l'année suivante, même chose. Et donc là, c'est extrêmement dangereux. Et il faut tenir bon. Il faut tenir bon. Donc, pour nous, le rendez-vous urgent, c'est ce prochain comité interministériel du tourisme. Et au-delà de ça, c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre, à savoir un programme pour la montagne. Et j'évoque ça pourquoi ?
Parce que nous avons tenu, alors aussi par rapport à la culture du risque, je tiens à le signaler, les élus de la montagne se sont réunis en octobre dernier, à quelques jours du nouveau confinement, à Corté. On était plusieurs centaines. Et donc, on avait le Premier ministre qui devait venir et 7 autres ministres. Finalement, un seul est venu, d'autres ont participé en visio, et le Premier ministre qui n'a pas pu venir nous a envoyé un message vidéo. Et on a tenu à faire une démonstration quelque part, avec toutes les précautions, en tenant notre congrès. On a eu 0 contamination. Je vous le signale, c'est extrêmement bien passé parce qu'on s'est donné les moyens de tenir ce congrès, alors que tout le monde était effrayé depuis le mois de février à l'idée même de tenir un congrès. Je le signale au passage. Et donc, lorsque le Premier ministre a envoyé son message, il a évoqué ce programme montagne. Et en fait, on a été un peu déçus parce qu'il résumait la montagne, en quelque sorte, à une affaire de tourisme. Certes, le tourisme, et notamment le ski d'hiver, c'est une activité emblématique de la montagne, évidemment. C'est une locomotive, indéniablement, sans doute un peu menacée ici ou là, bien sûr, mais l'activité économique de la montagne ne se résume pas au tourisme. Et quand on a été interrogé par la NCT pour produire nos propositions pour le programme montagne, on a été volontairement hors sujet. C'est-à-dire que, certes, ce que je vous ai dit sur le tourisme, évidemment, on l'a dit, et je n'entre pas dans les détails, mais on veut un programme bien au-delà du secteur du tourisme. On veut un programme qui concerne tous les aspects de la vie en montagne. Et on a envoyé notre copie. Et peu à peu, les pouvoirs publics ont commencé à se rendre compte qu'effectivement, il y avait une problématique plus vaste. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'on a tout un champ financier pour les collectivités, mais aussi financier et économique, en règle générale, qu'il faut complètement consolider et il faut se donner les moyens d'avoir une vision à court, moyen et long terme pour les territoires de montagne. Eh bien, merci beaucoup pour vos exposés. Nos collègues rapporteurs sont satisfaits par vos réponses. Voilà, c'est bon signe. Et il n'y a pas d'autres questions de nos collègues qui sont en téléconférence avec nous. Donc, c'est que vous avez été très clairs. Merci beaucoup pour vos contributions. Et je crois que M. Moreau veut rajouter un point. Donc, on va lui redonner la parole pour 1 minute avant de conclure cette réunion. M. Moreau. Pardon d'abuser de votre patience. Je voulais juste relayer une demande exprimée par les élus du littoral sur les questions sanitaires liées aux marins. En fait, les marins ne sont pas éligibles aujourd'hui à la vaccination. Or, les marins qui assurent du transport de passagers, donc des liaisons avec les îles, assurent le transport de marchandises. On sait que 90% des biens de consommation qui sont vendus dans notre pays viennent de la mer. Ces marins-là ne sont pas éligibles et donc je voulais relayer la demande de Jean-François Rapin, votre collègue et des élus du littoral, d'appuyer cette demande auprès du ministre de la Santé pour la vaccination de nos marins. C'est bien noté, Monsieur Moreau. J'ai reçu cette demande. Je pense que mes collègues aussi. Elle était bien enregistrée. Elle paraît tout à fait légitime. Voilà, je vous remercie les uns et les autres pour votre participation à cette table ronde que nous allons clore et nous nous donnons rendez-vous dans 15 jours, dans 14 jours, le jeudi 20 mai, pour la suite de nos travaux. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde.